Bonjour et bienvenue à tous dans ce Pour Info. Aujourd'hui, on met en lumière les femmes dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cela arrive loin de chez nous, cela ne m'arrivera pas, sont des idées qu'on a en tête jusqu'au jour où on en est victime. Le fléau est mondial et local. Dans le monde, une femme sur 3 subit une forme de violence au cours de sa vie. Cela représente plus d'1 milliard de femmes au niveau planétaire. Chez nous, nous verrons comment ce grave phénomène évolue et les formes qu'il prend. En deuxième partie d'émission, nous aborderons les outils qui sont à disposition des victimes et les avancées de la Belgique au niveau du cadre légal. Enfin, nous ferons le point sur les mouvements de femmes qui se multiplient dans le monde. La parole se libère, facilitée par les réseaux sociaux. Où en est leur combat? On en parle avec nos invités aujourd'hui. Nathalie Galland, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Bruxelles. Merci d'être présente dans cette émission. Merci Avec plaisir. Sophie Rohoni, alors vous êtes députée fédérale des filles et membre du Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Merci d'être présente aujourd'hui. Fabienne Richard, vous êtes sage-femme et directrice de GAMS. Alors le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Vous luttez contre l'excision, ici même en Belgique. Et alors, Josiane Corouzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ASBL Solidarité Femmes qui gère un foyer d'accueil pour les femmes en souffrance, mais pas seulement. Alors peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots de présentation sur ce qu'est finalement l'ASBL Solidarité Femmes. Alors l'ASBL Solidarité Femmes et, je complète le nom, Refuge pour femmes victimes de violences, c'est spécialisé depuis plus de 40 ans maintenant dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Donc nous hébergeons en sécurité dans une adresse confidentielle des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Nous recevons dans nos bureaux, dans nos lieux d'accueil, des femmes qui viennent demander des informations, des écoutes. Nous recevons aussi des femmes qui ont besoin de suivi thérapeutique. Nous avons spécialisé des thérapeutes sur la question des conséquences graves que les femmes subissent lorsqu'elles vivent des violences conjugales. On parle de trauma complexe. Et donc, elles ont besoin de soins particuliers. Et donc, nous avons aussi maintenant une autre facette qui est aussi la formation des professionnels depuis un certain nombre d'années. Et également, nous sommes les co-gestionnaires de la ligne Écoute Violence Conjugale, qui est la ligne spécialisée, gratuite et confidentielle de la partie francophone de notre pays, 0800 30 030. C'est un numéro qui va s'afficher en bandeau, effectivement, c'est un numéro essentiel à connaître. Alors, on pense ou on espère que la situation des femmes s'améliore, mais je le disais, les chiffres au niveau mondial donnent le vertige. Une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles, d'après l'OMS. Alors, Josiane, on va directement entrer dans le vif du sujet avec vous. Où est-ce qu'on en est en Belgique? On va peut-être faire un petit état des lieux. Alors, est-ce qu'on a des chiffres déjà? Et est-ce qu'on a des tendances sur ces violences? Alors, on a des chiffres parcellaires. On a des chiffres qui proviennent d'études, mais qui ne sont plus réactualisés. La dernière étude recherche nationale date de 2010, donc il est temps de la réactualiser. Elle était déjà très alarmante, puisqu'elle disait qu'une femme sur 7 au moins était victime de violences au sein de son couple, ce qui est énorme. Nous avons des chiffres de dépôt de plainte portés à la police, donc des dossiers qui ont été constitués, plus de 50 000 dossiers par an, nouveaux dossiers par an. Nous avons des chiffres récoltés par les associations, puisque les autorités ne le font pas, sur les féminicides. Nous sommes déjà à 20 cette année. Les féminicides, c'est la résultante malheureuse des violences conjugales de longue durée. Pour la plupart, beaucoup de féminicides ont lieu dans le domicile conjugal ou ont lieu parce qu'une victime veut quitter son conjoint. Nous avons des chiffres parcellaires. Ce qu'il nous manque maintenant, et je pense que les pouvoirs publics sont attentifs à ça, et je pense qu'on va, dans les années à venir, récolter des chiffres qui sont genrés, à savoir des chiffres qui mettent en évidence qui sont les victimes et qui sont les auteurs. Pour parce que sinon, on reste... Pourquoi est-ce qu'on ne genre pas finalement Ah là, on a peur de la discrimination. Mais en fait, moi, en tant qu'associatif, je vais vous dire que ça invisibilise complètement la réalité des violences faites aux femmes. Parce qu'alors, évidemment, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, on ne sait pas qui fait quoi. On parle de violences intrafamiliales, par exemple, en ce qui concerne les violences conjugales, ce qui est inadmissible, parce qu'on sait, et on possède des chiffres un peu dans le monde entier, que la plus grande partie des victimes de violences conjugales restent des femmes. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit être dit, parce que ça signifie quelque chose. Pourquoi ce sont les femmes qui sont les victimes principales des violences des hommes? Et donc, si on ne voit pas le problème en face, on ne pourra jamais penser l'éradiquer un jour. Sûr. Alors, j'avais envie d'englober finalement ce que représente la violence à l'égard des femmes, parce que finalement, ça concerne énormément, il y a plusieurs modes de violence. Je reprenais ici une définition qui englobe les violences physiques, sexuelles,
psychologiques et parmi lesquelles on trouve la violence d'un partenaire intime, coups, violence psychologique, féminicide, la violence sexuelle, le harcèlement dans la rue, le cyberharcèlement, le mariage précoce, le mariage forcé, le trafic d'êtres humains, la mutilation génitale féminine. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples évidemment de violences faites aux femmes. Elles englobent donc de multiples formes. Chez nous, finalement, quelles sont les agressions les plus fréquentes? Quelles sont les situations les plus fréquentes? Vous pouvez peut-être nous parler aussi. Mais pas seulement chez nous. Hein. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies disent depuis très longtemps et le redisent encore maintenant, les plus graves violences faites aux femmes se trouvent dans les foyers, dans l'intimité des couples et des familles. Et là, c'est vraiment un phénomène extrêmement répandu. Elle s'inscrit vraiment dans le quotidien banal du couple. Mais ça fait partie des relations dominant-dominé qui se retrouvent encore dans ces couples où la violence persiste. Et c'est la résultante de notre société patriarcale qui est encore dominée par l'idée que le masculin prime sur le féminin. On va parler encore aussi des stéréotypes effectivement qui sont liés aussi à ces conditions. Au sein du foyer d'accueil, dans votre quotidien, finalement, quels sont les témoignages qui vous frappent le plus ? Écoutez, moi, je suis là depuis 35 ans, donc j'ai vu passer pas mal de femmes. Hein. Et quand j'ai commencé en jeune intervenante, j'avais beaucoup de femmes plus âgées que moi, qui venaient en désespoir de cause. Hein, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'ai commencé en 87, le divorce était encore très mal vu dans notre société. Et elles quittaient leur mari vraiment après avoir souffert énormément de temps. Maintenant, dans ma maison d'accueil, on a des femmes de plus en plus jeunes. Alors, c'est à la fois... Comment ça se fait qu'elles sont de plus en plus elles jeunes, partent plus vite. Mais en même temps, c'est assez désespérant parce que la jeune génération, de nouveau, se retrouve confrontée aux mêmes violences que leurs aînés. Et ça n'a pas évolué. Et moi, je trouve ça à la fois désespérant et triste. Et je me dis, mais le combat est loin d'être terminé. Et donc, les femmes qui viennent chez nous subissent toutes sortes de violences. Parce que pour le moment, en Belgique, on s'arrête aux violences physiques. Hein, on dit, voilà, elle n'est pas battue. Mais la plupart des femmes ne sont pas que battues. Elles sont isolées, humiliées, insultées, violées, contraintes économiquement, isolées socialement, empêchées de travailler, empêchées d'avoir leur compte en banque. Enfin, on peut multiplier le type de violences qui sont exercées contre elles. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain dans le sein du couple. Est-ce qu'il y a une progression type? Est-ce que ça commence par des insultes et puis finalement... En fait, dans la relation de base, c'est une relation où l'un des deux conjoints, et dans la plupart des cas, ici, on est dans le cadre d'un homme qui, pour quelque raison que ce soit, il ne va pas le temps de les examiner ici, a l'intention d'avoir le pouvoir total dans son couple. Alors, comment l'obtient-il? Par toute une sorte, un ensemble de contraintes qu'on va appeler rapport de domination, contrôle coercitif, donc la contrainte et le contrôle. C'est comme ça qu'il obtient le pouvoir dans le couple. Et dans la contrainte et le contrôle, il y a toutes sortes de violences qu'il va exercer sur sa conjointe. Et c'est vrai que c'est souvent progressif. C'est un peu comme la fable de la grenouille qu'on plonge progressivement dans une eau de plus en plus chaude. Hein. La grenouille, au début, elle est confortable. Elle ne voit pas les violences qu'on s'exerce sur elle. Ou elle ne veut pas les voir. Peut-être qu'elle se dit que les choses vont s'arranger. C'est aussi ça. C'est très difficile à voir, les violences psychologiques. Il n'y a pas des signes précurseurs. Surtout quand on est dans une relation intime, madame. Oui. Parce que là, c'est pas votre voisin qui vous insulte, c'est votre conjoint qui vous fait du mal. Donc on a du mal déjà à prendre conscience que le conjoint qui est censé vous aimer, c'est celui qui vous veut du mal. Comment pouvez-vous mettre ces deux choses face à face? Ça ne peut être que progressif. Et c'est vrai qu'il faut alerter les femmes sur les signes précurseurs des violences physiques. Il ne faut pas alerter juste sur les violences physiques, il faut alerter sur tous les signes qui vont mener à cette relation dominant-dominé pour qu'elles puissent prendre conscience plus vite. Et ça, je trouve qu'on a besoin de campagnes d'information, on a besoin d'associations formées, on a besoin de professionnels formés qui puissent informer les personnes. Et on a surtout besoin, je pense, de campagnes préventives générales sur les relations hommes-femmes. Parce qu'on s'adresse toujours aux victimes, mais il faut aussi s'adresser aux hommes qui commettent ou qui peuvent un jour commettre des actes de ce type-là. Et voilà, donc... Nathalie Galland, en tant qu'avocate, vous êtes consultée, et le plus souvent aussi par celui qui se voit reprocher finalement des faits de violence. Qu'est-ce que vous observez finalement dans ces relations de couple amour-haine ? Alors, première chose, petite précision quand même, je fais effectivement exclusivement du droit pénal. Ce type de violence n'est pas ma spécialité, mais il arrive effectivement que périphériquement, dans le cadre de la défense pour d'autres types d'infractions, le
l'inculpé se voit reprocher également des comportements déviants au sein familial et notamment vis-à-vis de sa compagne. Et c'est à ce moment-là que je ne vais pas évidemment me décharger du dossier sous prétexte que ce n'est pas le type de dossier que je gère. Alors, à l'heure actuelle, je dirais que ce sont principalement soit des faits de coups et blessures envers l'épouse ou bien la conjointe ou la cohabitante. On sait que dorénavant, le nouveau projet de code pénal étend la notion, puisque c'est toute personne avec laquelle on a une relation, même si on n'habite pas sous le même toit. Donc on va pouvoir étendre bien davantage le champ d'application des lois pour réprimer les violences envers les femmes. Il est également prévu d'augmenter les peines qui sont actuellement prévues dans le code pénal. Et alors, les autres types d'infractions que l'on voit régulièrement, ce sont les infractions en matière de mœurs. Alors, il y a évidemment tout ce qui concerne le proxénétisme, où là, la notion de contrainte morale est déjà envisagée, puisque, par exemple, le proxénète que l'on appelle le lover boy n'est pas quelqu'un qui frappe, mais quelqu'un qui, entre guillemets, parvient à obtenir de sa victime qu'elle se prostitue pour lui, en lui faisant croire que, en fait, tout ça, c'est pour construire ensemble un avenir meilleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette emprise psychologique finalement Elle est souvent réelle, elle est vraiment présente dans ces dossiers de proxénétisme où on voit des jeunes femmes se dégrader littéralement sans réellement percevoir à quel point, en fait, si quelqu'un vous aime, il ne vous demanderait pas ou il n'accepterait tout simplement pas que vous vous prostituiez. Et alors, enfin, il y a l'infraction la plus grave, ce sont les meurtres ou les assassinats qui sont commis envers des femmes. Et là, vous le savez, c'est en train d'évoluer fortement puisque l'avant-projet de nouveau code pénal n'a pas inclus la notion de féminicide dans cet avant-projet, dans son texte, mais par contre, il y a bien un avant-projet de loi qui a été voté séparément par le gouvernement fédéral il y a quelques jours pour réprimer justement notamment les meurtres commis envers les femmes, mais également pour définir la notion de violence en y incluant de manière bien spécifique également la violence morale. Alors, on parle de sentiments, on parle d'emprise psychologique aussi. Il y a aussi, quelque part, l'autonomie financière qui pourrait aider ces femmes. Est-ce qu'elles sont aussi sous emprise à ce niveau-là? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes politiques? Absolument, mais on l'a dit, en fait, ces violences, elles s'inscrivent dans une société qui, qu'on le veuille ou non, est encore patriarcale et qui vise quelque part à inférioriser la femme parce qu'on ne supporte pas que la femme, à un moment donné, puisse s'émanciper et acquérir une autonomie. Et donc, forcément, la meilleure manière d'empêcher la femme d'acquérir cette autonomie, c'est d'empêcher son autonomie financière. Et donc, effectivement, ça se manifeste aujourd'hui dans notre société par un écart salarial, donc on doit vraiment travailler à ce niveau-là. Contre les discriminations à l'embauche, on sait qu'aujourd'hui, un employeur a ce réflexe de discriminer une femme parce qu'elle va devoir observer un congé de maternité qui est d'une durée beaucoup plus importante que pour celle des hommes. Et donc, il y a tout ce débat que nous avons au Parlement, notamment pour augmenter la durée du congé de naissance. Et puis, il y a aussi effectivement un phénomène que l'on observe de plus en plus. Ce sont des pères qui organisent leur insolvabilité pour ne pas payer les pensions alimentaires, ce qui met très clairement la femme, et on sait aussi d'ailleurs que la grande majorité des familles monoparentales sont en fait des femmes avec enfants, ce qui les met dans de sérieuses difficultés. Et donc on a aussi toute une réflexion au Parlement pour pouvoir améliorer le fonctionnement du SECAL, donc qui est chargé d'octroyer les pensions alimentaires pour que finalement ce paiement puisse se faire de manière automatique. Donc on a vraiment toute une réflexion par rapport à cela, mais c'est vrai que, comme on l'a dit, ces violences, elles sont multiples, elles sont effectivement notamment économiques, financières, mais c'est vrai que de travailler à l'autonomie financière et économique des femmes, ça participe finalement à ce combat contre les violences faites aux femmes qui sont structurelles et qui d'ailleurs touchent toutes les couches de la société, toutes les classes sociales et aussi toutes les générations. Donc vraiment veiller à ce que cette autonomie puisse être accordée aux jeunes femmes dès leur plus jeune âge. Nathalie Galland.
Oui, une seule petite précision. J'ai effectivement pas mal parlé de projets qui viennent d'être votés, mais par contre, il y a quelque chose qui est déjà rentré en vigueur, ça c'est important. C'est à la date du 1er juin 2022, c'est ce qu'on appelle le nouveau droit pénal sexuel. On va l'aborder en deuxième partie Parfait. d'émission. On va revenir vraiment sur le cadre parce que là, légal c'est qui évolue. effectivement important. Il y a des notions qui ont été clairement précisées. C'est essentiel. Là, on termine un petit peu l'état des lieux, quelque part, sur ces violences en Belgique. J'avais envie de voir avec vous, Fabienne Richard, vous travaillez aussi sur les violences, d'autres formes de violences, c'est les mutilations génitales. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail au sein du GAMS ? Voilà, donc le GAMS travaille depuis 26 ans auprès des femmes excisées. Donc l'excision, c'est le fait d'enlever une totalité ou une partie des organes génitaux externes de la femme. Il y a 200 millions de femmes de par le monde et de filles qui sont touchées. Et la Belgique aussi. Alors là, par contre, on a un peu plus de chance parce qu'on a des chiffres, nous. En 2020, on estimait à 35 000 filles et femmes concernées en Belgique, ce qui n'est pas rien. Donc 23 000 femmes excisées et 12 000 petites filles à risque. Donc on travaille vraiment à la fois à la prévention avec ces 12 000 petites filles à risque et à l'accompagnement des femmes excisées parce que malheureusement certaines personnes pensent mais madame c'est trop tard, c'est fait alors qu'il y a tout un travail d'empowerment, d'accompagnement des femmes et surtout... C'est quoi cet accompagnement justement ? Alors un accompagnement c'est retrouver l'estime de soi mais c'est retrouver aussi un statut, c'est-à-dire bien avoir un statut de séjour parce que beaucoup de femmes avec qui on travaille sont en séjour irréguliers, mais en fait par la faute aussi du gouvernement parce qu'on les a pas crues. Donc c'est des femmes qui ont fui des mariages forcés, qui ont fui de l'excision, des violences liées à l'honneur. Et c'est dur de montrer une trace d'un mariage forcé. L'excision, on peut avoir un certificat médical, mais prouver que vous avez été marié à 14 ans, quelles preuves vous pouvez apporter. Et on leur refuse la protection internationale. Et pour les femmes, c'est une double violence. Donc quand une victime, on ne la croit pas, il y a une grande violence institutionnelle en fait, avec les refus. Donc, en fait, on crée des personnes sans papier. Parfois, on dit en Belgique, il y a trop de personnes sans papier. Mais en fait, c'est le système qui les crée. Parce qu'on ne reconnaît pas les violences basées sur le genre. Et donc là, il y a un gros travail de formation des professionnels qui travaillent au niveau de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Alors, on brandit parfois l'aspect culturel en disant finalement l'excision, c'est quelque chose de culturel et c'est une vision finalement ethnocentriste, de dire qu'il faut l'arrêter. Donc, cette forme de violence, finalement, elle continue à ne pas être considérée comme telle par tout le monde en Belgique. Ça avance, donc des fois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, ce sont les femmes européennes qui ont pris ce combat et c'est faux. Donc il y a des activistes depuis très très longtemps en Afrique subsaharienne qui se sont levés contre l'excision et je dirais que voilà, les femmes européennes et afrodescendantes qui travaillent ici ensemble en Belgique, c'est dans le cadre de solidarité et de sororité qu'on se met ensemble dans la lutte. Et effectivement, il y a peut-être des gens qui sont encore attachés à la pratique, mais on voit beaucoup de femmes qui se lèvent et nous, notre fierté en quelque sorte, c'est de voir des femmes qui sont venues comme participantes aux activités, comme bénéficiaires, et puis après qui se sont engagées comme relais communautaire. La présidente actuelle du GAMS, Diar Yousso, elle a fait toutes les étapes. Elle est venue comme demandeuse d'asile, elle est venue comme relais communautaire, elle a été dans le conseil d'administration du GAMS, elle est maintenant la présidente et nous, ce genre de parcours d'empowerment, c'est vraiment une victoire. Qu'est-ce qui vous marque le plus, vous choque le plus et qu'est-ce qu'il faudrait changer en fait immédiatement ? Moi, ce qui me marque le plus, c'est le manque de formation des professionnels. Donc, il y a un effort qui est fait, mais trop encore en formation continue. Donc, nous, les associations de terrain, on passe notre temps à parcourir toute la Belgique pour donner des formations continues. Et moi, ça me fait du mal quand je vois, je suis sage-femme, de voir des jeunes sages-femmes qui sortent de 4 ans d'études, qui n'ont pas eu la matière, des policiers non plus, des médecins. On parlait des chiffres. Une femme sur 3 a subi des violences de par le monde et en Belgique. Comment il est possible actuellement qu'un médecin généraliste est encore démuni quand en face de lui, il voit une femme victime de violences conjugales dans son cabinet et qu'il ne sait pas comment la conseiller, comment c'est possible avec un chiffre aussi énorme. Et pour moi, cette formation, elle devrait être obligatoire. Et on nous dit toujours, ah oui, mais au niveau de l'université, il y a une indépendance. On ne peut pas forcer le programme. Et moi, je pense que pour cette matière, on doit forcer le programme. Est-ce que vous pensez que finalement, toutes ces violences dont on parle sont trop silencieuses ?
Alors, je ne sais pas qui veut parler, mais est-ce qu'on en parle suffisamment aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisamment révélé? Je pense qu'on va quand même aborder la question par le biais Oui. des réseaux sociaux qui a évidemment libéré la parole. Et alors, peut-être en réaction directe, l'avant-projet qui a été adopté en matière de féminicide, mais qui recouvre beaucoup d'autres cas de figure que le féminicide, prévoit expressément, et je crois que c'est une bonne chose, la formation spécifique des magistrats et des policiers. Donc ce souhait semble être rencontré par l'avant-projet adopté par le gouvernement fédéral. Mais Oui. il y a un ensemble de mesures qui ont été prises, je trouve, pendant le Covid. C'est comme si le Covid avait révélé des réalités cachées. Et donc par rapport notamment aux violences conjugales, parce que là on s'est rendu compte que les femmes elles étaient enfermées avec leur bourreau. Et nous sommes co-gestionnaires de la ligne Écoute Violence Conjugale, donc la ligne gratuite pour les femmes victimes de violences. Nous avons vu tripler, quadrupler les appels pendant le Covid. Et nous avons pu faire part de cela aux autorités politiques. Et on a de la chance d'avoir quand même un ensemble de femmes au gouvernement qui sont très concernées par la matière. Ça, c'est une conjoncture, ce qu'on appelle une conjoncture favorable. Et ces femmes travaillent ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pouvoirs politiques qui sont quand même... On est quand même dans un pays fédéral, donc chacun a sa matière. Et ici, donc, on a quand même un plan national qui est quand même intéressant. Un plan national de lutte contre les violences sur les femmes qui est intéressant. Bien évidemment, moi, en tant que femme de terrain, je vais vous dire qu'il y a encore des manques là, mais nous pouvons dialoguer avec les pouvoirs publics, nous pouvons donner notre avis, nous sommes consultés, nous sommes entendus, et donc, effectivement, notre espoir maintenant, c'est que les évolutions continuent. Hein. Nous avons quand même, l'État belge s'est engagé à faire toute une série de réformes, parce qu'il a adhéré à la Convention d'Istanbul, la Convention du Conseil de l'Europe, et cette convention dit un certain nombre de choses très importantes sur la protection des victimes, la sanction des auteurs, la protection des femmes. Par exemple, un gros problème en Belgique, c'est la protection des femmes migrantes en violence conjugale et dans les autres formes de violence. Et ça, par exemple, l'État belge n'a toujours pas résolu le problème. Moi, j'ai des femmes qui arrivent dans mon refuge, qui n'ont pas de papier et qui doivent rester parfois 3 ou 4 ans dans la maison d'accueil en espérant recevoir, in fine, des papiers. Ça m'arrive tout le temps. Et nous sommes sollicités. Et donc, ces femmes-là, elles vivent des violences. Il y a des femmes qui cumulent les formes de violence qui leur sont faites et pour lesquelles, pour le moment, il n'y a pas toujours des solutions. Donc, il y a des justement, progrès on va parler solutions, on va clôturer cette première partie. En deuxième partie, nous allons voir finalement les outils qui sont à la disposition des victimes, les aides existantes et les avancées de la Belgique aussi au niveau du cadre légal. A tout de suite après la pub. Deuxième partie de ce Pour Info consacrée aux violences faites aux femmes. Alors, parfois, les violences mènent au meurtre. On parle alors de féminicide. Chaque heure, 5 femmes sont tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille, un nombre qui n'a pas évolué ces dernières années. Nathalie Galland, la Belgique dispose-t-elle finalement des outils juridiques adaptés pour lutter contre le féminicide et contre les violences faites aux femmes ? Alors, s'agissant des violences, je dirais, sur le plan sexuel, là, il y a effectivement une avancée puisqu'il y a un nouveau code pénal sexuel qui est rentré en vigueur le 1er juin 2022 et qui a expressément inscrit certaines notions dans le code pénal qui n'existaient pas auparavant. Et la notion principale est celle de consentement. Donc, à l'heure actuelle, dans la définition même, il y a le mot consentement. Il faut que le partenaire ait consenti et on ne peut pas déduire ce consentement, c'est bien précisé, de l'absence de résistance de la part du partenaire. Ce changement dans le code, finalement, qu'est-ce qui marque concrètement ? Je vais quand même être très clair. La réalité, c'est que auparavant, les magistrats, les cours et tribunaux, bien évidemment, se penchaient déjà sur la question du consentement, même si ça n'était pas inscrit tel quel dans le code pénal, et examinaient si, en fonction des circonstances de la cause, la victime avait pu donner ou non son consentement, et si l'auteur avait pu percevoir ou ne pas percevoir qu'il n'y avait pas de consentement. Ici, on a, entre guillemets, donné maintenant un cadre légal à ce qui était déjà la jurisprudence appliquée par les cours et tribunaux. Mais on a également prévu toute une série de cas bien spécifiques, notamment la circonstance que si la victime est inconsciente ou
endormi, il ne peut jamais y avoir de consentement. On a prévu des circonstances aggravantes, notamment le fait de donner des substances inhibitives, etc. On a également prévu de prendre en compte des conséquences qui découleraient de ce type d'infraction, comme notamment des problèmes de santé psychologique et mentale qui résulteraient, par exemple, du viol ou de l'atteinte à l'intégrité sexuelle. Donc, il y a quand même une évolution. Mais ça n'est pas parfait. Et qu'est-ce qu'on devrait... Alors, en quoi ça ne correspond finalement pas aujourd'hui aux attentes? Mais je crois que je vais sur ce point-là plutôt céder la parole à Mme Roni, qui est bien placée pour savoir ce qui manque encore dans notre... Merci, Maître Galland. Donc c'est vrai, comme l'a très justement dit Maître Galland, il y a un gros travail qui a été fait au niveau du code pénal sexuel. C'est vrai que la crise Covid a eu un effet loupe sur les violences qui ont aujourd'hui lieu dans nos foyers tous les jours. Mais ce travail, il s'est vu aussi accompagné. Donc on n'a pas travaillé uniquement au niveau de la définition de ces crimes ou encore des peines qui l'assortissent, mais aussi au niveau de la formation obligatoire à destination des magistrats qui doivent vraiment aujourd'hui être formés aux violences intrafamiliales et violences sexuelles pour justement au mieux les appréhender. J'ai également porté une loi qui a mis fin à la prescription pour les crimes pédophiles parce que les enfants, les plus jeunes filles sont elles aussi victimes de violences sexuelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être de bon compte également, ce n'est pas suffisant. On vient de très très loin, donc c'est vrai que le chemin est encore long. Et je pense notamment au niveau éducatif. Parce que, et on voit d'ailleurs très régulièrement les pancartes à l'occasion des manifestations contre les violences faites aux femmes, il ne s'agit pas uniquement de protéger nos filles, il faut aussi éduquer les fils. Et notamment, on parlait de chiffres tout à l'heure, Amnesty International a réalisé des sondages très intéressants et qui a notamment pointé le fait qu'aujourd'hui, un garçon sur 5 considère qu'une fille aime être forcée lors de rapports sexuels. Et donc, on voit bien qu'on doit généraliser ce que l'on appelle l'EVRAS, à savoir l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dans toutes les écoles dès le plus jeune âge. On doit aussi faire un gros travail au niveau du dépôt de plainte, parce que trop de victimes ne font pas cette démarche. Ça reste trop difficile, en particulier lorsqu'on voit essentielle, le haut taux de classement sans suite pour fait de viol. On a plus de 53%. 53% de classement sans suite. Au moins, parce parmi qu'à chaque fois, c'est une approximation. Est-ce qu'on a une idée de ceux qui se taisent aussi, de qu'est-ce que représente très compliqué, mais en tout cas, on doit redonner confiance aux victimes dans le système judiciaire et dans la police, etc., dans la manière de les accueillir. Et donc, on doit davantage donner place aux moyens de preuve psychologiques, notamment le stress post-traumatique est détectable par IRM. On peut également élargir ce qu'on appelle les moyens particuliers de recherche, donc les filatures, les écoutes téléphoniques, etc. Et puis il y a aussi un autre axe sur lequel on doit absolument travailler, c'est la prise en charge. La prise en charge et des victimes, notamment par le biais des centres de prise en charge des violences sexuelles, donc les fameux CPVS qui maintenant commencent à être élargis à l'ensemble du pays pour que l'ensemble des victimes puissent avoir en un seul lieu l'ensemble des choses dont elles ont besoin au niveau psychologique, juridique, médical, mais aussi à un moment donné pouvoir porter plainte directement au sein de ce centre, mais aussi la prise en charge des auteurs. Il y a aujourd'hui des centres d'appui qui ont été créés d'ailleurs suite à l'affaire Dutroux, mais on voit qu'aujourd'hui ces centres manquent de moyens pour pouvoir finalement prendre en charge l'explosion des dossiers qu'ils ont à connaître, et donc il faut absolument pouvoir doter l'ensemble de ces centres des moyens dont ils ont besoin. Donc ça, c'est une grande ambition, effectivement, de se dire on va donner plus de moyens pour, effectivement, la prise en charge des victimes, mais aussi celle des auteurs. J'avais envie de me mettre dans la tête, finalement, de la victime, ou en tout cas, une personne qui connaîtrait une victime. Par où est-ce qu'elle doit passer? Quels sont finalement les aides et les outils qui existent? Alors, j'imagine qu'on va un petit peu faire la distinction pour les violences sexuelles ou les violences conjugales. Pour une violence sexuelle, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première chose à faire? Est-ce qu'on va dans un commissariat, dans un hôpital? Est-ce qu'on passe un coup de téléphone? Qu'est-ce qu'on doit faire? Là aussi, je pense qu'il faut tenir compte de la réalité propre à chaque femme, à chaque victime. Chaque victime n'aura pas nécessairement les mêmes besoins, et c'est notamment cela que ces fameux CPVS dont je parlais tout à l'heure sont extrêmement intéressants, parce qu'au sein de ces centres, il y a une équipe pluridisciplinaire qui va être à même d'apporter le suivi nécessaire à chaque victime en fonction de ce qu'elle a vécu
vécu en fonction de ses besoins. Est-ce qu'il y a un site internet qui reprend justement tous ces Bien centres? sûr, donc les centres CPVS, ils sont référencés. Il y a également les sur quel pharmacies site, sur qui quel peuvent aider concrètement, quels sont femmes. les outils concrets? Est-ce qu'on a un site internet Oui, alors particulier ils qu'on peut donner aux disposent tous téléspectateurs de leur centre. Il y a notamment le centre CPVS qui est ajouxté à Saint-Pierre, au CHU Ouais. Saint-Pierre. Donc on va vraiment faire en sorte qu'il y en ait au moins un par province. Le gouvernement fédéral y travaille, même s'il y a quand même un bémol, à savoir que lorsque vous êtes victime de violences sexuelles, après un mois, vous faites la démarche d'aller dans ce centre plus d'un mois après les faits, eh bien, on vous renvoie vers un commissariat de police, à savoir vers des policiers qui ne sont pas nécessairement formés à bien vous accueillir. Il y a aussi les pharmacies. On l'a prévu durant la crise Covid, à savoir que durant le confinement, c'était difficile de faire la démarche d'aller vers un commissariat, là où on devait aller dans notre pharmacie. Et donc, les pharmaciens sont compétents pour référer vers des personnes aptes à vous aider. Il y a également la ligne écoute violence conjugale, donc le 0800 30 030. Et il y a aussi des lignes spécifiques pour les enfants. Parce que, comme je l'ai dit, les enfants, eux aussi, sont victimes. Les adolescents, c'est leur première relation amoureuse. Ils ne sont pas à même de détecter des relations toxiques où il y a vraiment une vraie emprise qui est exercée sur les jeunes filles. Et donc là aussi, c'est le 103 pour les enfants. Un point très rapide aussi, il y a une app qui existe, nouvelle, Oui. on va Alors, clôturer là-dessus. alors, l'app c'est dit là, je sais Oui. plus comment on dit le machin là, 2LES. Le machin, une c'est app, quoi, par c'est exemple comment on appelle ce truc là au-dessus là, L'apostrophe l'apostrophe, voilà, ça y est. Oh là là, j'ai un petit trou, excusez-moi. Pareil. La fatigue. Et donc app apostrophe L comme L avec S, c'est gratuit, ça se trouve sur Android, sur le Mac, enfin on peut les avoir facilement. Donc télécharger, cette application est très intéressante pour les jeunes femmes notamment parce que elles peuvent encoder, donc elles peuvent se géolocaliser et encoder des personnes qui peuvent les aider en cas de danger. Donc elles peuvent appuyer sur un bouton, la personne sera mise en contact direct avec elle. Et puis il y a toute une série d'informations sur les droits, sur les associations qui peuvent aider, etc. Donc c'est une application vraiment complète, qui est vraiment très concrète. Hein. Donc, et qui cartonne en France. En France, elle existe depuis 4 ans, elle a été primée. Je pense on doit la développer en Belgique, hein. Elle existe depuis 1 an, mais on ne fait pas trop de publicité. Moi, je pense qu'elle mérite d'être rendue publique. Elle peut rendre de grands services aux jeunes femmes pour les rassurer aussi et rassurer qu'elles peuvent avoir de l'aide rapidement si jamais il y a un souci par rapport à elles. Et donc, il y a aussi, moi je voulais quand même souligner une chose. On parle des violences sexuelles générales, mais la plupart des violences sexuelles, elles se passent aussi dans le couple. Et là, c'est un sujet extrêmement tabou. Viol conjugal. Les victimes ont très très peu souvent l'occasion de déposer plainte pour ce genre de violence parce que ça fait partie d'un tout. Et en plus de ça, dans notre société, le viol conjugal, ça fait partie. La violence conjugale sexuelle fait presque partie de la violence normale. Je veux dire, ça fait partie de la vie de couple. On va dire, c'est normal. On doit avoir des relations sexuelles, etc. Donc, toutes les femmes que moi je vois sont victimes de violences sexuelles. Ça fait partie du lot qu'elles doivent subir. Et ça, ce sont des choses... Parce qu'on parle souvent du viol comme le viol d'un inconnu, dans la Bien rue, sûr. on doit faire attention. Mais la plupart des viols sont commis dans l'intimité avec des personnes qu'on connaît, des amis, de l'entourage, la famille. On parle, et les viols intrafamiliaux quand même, hein. Les abus sexuels intrafamiliaux, c'est énorme. En France, on commence seulement à les recenser. Il y a une commission nationale qui a été mise en place en France qui recense les chiffres faramineux des abus sexuels. Hein. Très bien. On continuera ce débat en troisième partie, parce que là, on est un petit peu court sur le temps. Alors, on a abordé la protection des victimes, la poursuite des auteurs. Il nous reste à parler, évidemment, prévention et sensibilisation. Ce sera le thème de la troisième partie. À tout de suite. Troisième partie de ce Pour Info, un Pour Info consacré aux violences faites aux femmes dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, on s'interroge évidemment dans cette partie sur l'évolution des mentalités, sur la lutte contre les stéréotypes, qui jouent évidemment un rôle essentiel dans cette lutte contre les violences. Récemment, dans le monde, on a pu voir quand même pas mal de mobilisations de femmes. Est-ce qu'au niveau international, vous pensez que la parole se libère, on est en bonne voie? Fabienne?
Je pense que oui, on entend de plus en plus de femmes qui se lèvent. Bah, évidemment, hein, il y a eu le hashtag MeToo et les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Pendant le Covid, on a utilisé beaucoup de podcasts, de webinaires. Et en fait, nous, ce qu'on a vu dans notre association, c'est qu'on a démultiplié même la parole pendant le Covid. On utilisait des moyens qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire ? Avant, bien, en fait, de faire comme des webinaires, on faisait tout en présentiel. Et maintenant, on continue. Et on voit qu'en fait, la parole, du coup, est diffusée internationalement, et même des petits clips qu'on faisait au départ pour mobiliser les femmes de la diaspora, enfin dans notre domaine des mutilations génitales, maintenant elles sont vues en Guinée, au Sénégal, et donc en fait on peut dire que voilà, qu'avec le web il y a une diffusion beaucoup plus grande de la parole. Vous le constatez aussi dans le cadre de votre travail, finalement, Josiane, les réseaux sociaux permettent de libérer cette parole ? Oui, ça permet de libérer la parole, c'est très important parce que effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'endroits jusqu'à présent pour que les victimes puissent s'exprimer, raconter ce qu'elles vivaient et dire des choses qui étaient indicibles. Et donc, moi, le hashtag MeToo, il m'a vraiment très intéressée. J'ai vu des centaines de milliers de femmes se libérer, et les appels à la ligne téléphonique ont augmenté proportionnellement. La ligne téléphonique 0800 30 030, donc la ligne écoute violence conjugale, augmente proportionnellement à la libération de cette parole. De plus en plus de femmes osent raconter même des histoires passées. Donc on n'est pas que dans des histoires actuelles. Beaucoup de femmes se disent, mais moi aussi j'ai vécu des violences